Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un simple musicien, mais comme l'homme qui a partagé avec Johnny Hallyday les dernières années de sa vie, les plus intimes, les plus douloureuses, les plus lumineuses aussi. Je m'appelle Maxime Nucci, plus connu sous le nom de Yodelis, et pendant près d'une décennie, j'ai été à ses côtés, dans l'ombre des projecteurs, dans la chaleur des studios, dans la froideur des hôpitaux, dans la violence des silences et dans l'explosion des rires. Ce que je vais vous raconter n'est pas une biographie autorisée, ni un règlement de compte, c'est la vérité nue d'un frère d'âme qui a tout vu, tout entendu, tout ressenti. Et cette vérité, je l'ai gardée trop longtemps en moi. Quand Johnny parlait de sa propre carrière, il le faisait rarement avec fierté. Il le faisait avec une forme de lassitude infinie, comme un vieux boxeur qui regarde les cicatrices sur ses poings et se demande pourquoi il est encore monté sur le ring. Il me disait souvent, tard dans la nuit, alors que nous étions seuls dans le studio de la rue de Belgrade, qu'il avait l'impression d'avoir passé sa vie à courir après une image qu'il n'avait jamais vraiment choisie. Il regrettait profondément d'avoir laissé les autres écrire son histoire à sa place pendant si longtemps. Il parlait des années 70 et 80 comme d'une prison dorée où il avait accepté de jouer le rôle du rebelle alors qu'au fond il se sentait prisonnier de son propre mythe. Il me confiait que chaque fois qu'il montait sur scène en cuir noir, avec les cheveux gominés et la voix rauque, il avait l'impression de remettre un costume qui ne lui appartenait plus depuis longtemps. Il y avait dans sa voix une sourde colère contre lui-même, quand il évoquait les années où il avait chanté des chansons qu'il n'aimait pas, simplement parce qu'on lui avait dit que c'était ce que le public attendait de lui. Il disait que Retiens la nuit avait été un tournant terrible, parce qu'à partir de là, il avait compris qu'il ne pourrait plus jamais chanter autre chose que du rock, même quand il avait envie de murmurer une ballade douce. Il regrettait amèrement d'avoir laissé les maisons de disques décider de son répertoire pendant des décennies. Il parlait des années où il avait enregistré des albums entiers en une semaine, ivre, sans même écouter les playbacks, juste pour honorer des contrats. Il disait que ces disques-là étaient comme des enfants qu'on abandonne à la naissance. Ce qui le faisait le plus souffrir, c'était de savoir que le public l'avait enfermé dans une caricature. Il me racontait comment, lors de certaines tournées, il arrivait sur scène et voyait dans les yeux des spectateurs qu'il n'attendait qu'une seule chose, qu'il hurle « Allumez le feu » ou « Que je t'aime » jusqu'à s'en déchirer la gorge. Il disait que parfois, il aurait voulu arriver en smoking blanc et chanter du piano, juste pour voir leur tête, juste pour leur dire qu'il était aussi capable de douceur. Mais il n'osait pas. Il avait peur de les décevoir. Il avait peur qu'ils ne l'aiment plus s'il cessait d'être le monstre sacré qu'ils avaient créé. Il parlait souvent de sa voix avec une tendresse mêlée de haine. Il disait qu'elle avait été à la fois sa plus grande chance et sa plus grande malédiction. Il regrettait que les excès qu'il avait abîmés, les cigarettes, l'alcool, les nuits blanches, les cris inutiles. Il me confiait qu'à la fin, quand il montait sur scène, il avait parfois l'impression de chanter avec un couteau planté dans la gorge. Il disait que chaque concert était une épreuve, mais qu'il ne pouvait pas s'en passer, parce que c'était le seul moment où il se sentait vivant. Il parlait de la scène comme d'une drogue dure, la pire de toutes, celle dont on ne guérit jamais. Il y avait dans ses regrets une forme de rage contre le temps. Il disait qu'il avait passé sa vie à courir après sa jeunesse, à essayer de rester le jeune homme de 20 ans qui avait fait hurler les foules à la nation en 1961.
Il regrettait d'avoir fait toutes ces opérations esthétiques, ces liftings, ces injections, parce qu'au final, ça n'avait servi à rien. Il disait que plus il essayait de tricher avec l'âge, plus le temps le rattrapait violemment. Il parlait de son corps comme d'un traître qu'il avait abandonné petit à petit, morceau par morceau. La souffrance la plus profonde, celle qu'il ne confessait presque jamais, c'était d'avoir l'impression de n'avoir jamais été aimé pour ce qu'il était vraiment. Il disait que les femmes l'avaient aimé pour le mythe, les hommes pour la légende, les enfants pour le Père Noël du rock. Il regrettait de n'avoir jamais réussi à faire comprendre aux gens qu'il était d'abord un homme fragile, un petit garçon de Saint-Germain-en-Laye, qui avait peur du noir et qui pleurait en cachette quand il pensait à sa mère absente. Quand il parlait de Laetitia, sa voix changeait complètement. Il y avait une lumière différente dans ses yeux, une douceur qu'il n'avait avec personne d'autre. Mais même là, il y avait des zones d'ombre. Il me confiait parfois qu'il avait peur qu'elle ne l'aime que parce qu'il était Johnny Hallyday. Il disait qu'elle était la première femme qui le regardait comme un homme et pas comme une icône, mais qu'il avait quand même peur que ce soit trop beau pour être vrai. Il parlait d'elle avec une dévotion, mais aussi avec une forme de culpabilité. Il disait qu'il ne la méritait pas, qu'elle était trop jeune, trop belle, trop pure pour un vieux rocker abîmé comme lui. Il regrettait profondément de ne pas avoir su lui donner l'enfant qu'elle voulait tant. Il parlait de Jade et Joy comme de ses merveilles. Mais il savait que Laetitia avait rêvé d'une grossesse, d'un enfant porté 9 mois dans son ventre. Il disait que c'était son plus grand échec, de ne pas avoir pu lui offrir ça. Il pleurait parfois en me parlant de ses filles adoptées, en disant qu'il avait peur qu'elles ne souffrent un jour de ne pas être de son sang. Il disait que Laetitia avait été d'une patience infinie avec lui, qu'elle avait tout accepté, ses humeurs, ses silences, ses absences, ses colères. Il parlait d'elle comme d'un miracle. Il disait qu'elle avait sauvé sa vie à plusieurs reprises, pas seulement en l'empêchant de se suicider, mais en lui redonnant goût à la vie quand il n'en pouvait plus. Il disait qu'elle était la seule à savoir le prendre quand il était au fond du trou, la seule à savoir le faire rire quand il avait envie de mourir. Mais même dans cet amour absolu, il y avait une forme de souffrance. Il disait qu'il avait peur de la laisser seule, peur qu'elle ne soit trop jeune pour porter le poids de son absence le jour où il partirait. Il me confiait parfois qu'il avait l'impression que Laetitia vivait déjà son deuil. Il disait qu'elle le regardait parfois avec une tristesse infinie, comme si elle savait qu'il allait partir avant elle. Il disait que c'était insupportable de voir dans ses yeux qu'elle se préparait déjà à vivre sans lui. Il parlait de ces derniers mois comme d'une longue agonie partagée, où il faisait de l'amour avec désespoir, où il se regardait en sachant que chaque baiser pouvait être le dernier. Le plus grand chagrin de Johnny, celui qu'il portait en lui comme une balle dans le cœur, c'était David. Il ne le disait jamais clairement, mais je voyais bien que c'était ça qui le tuait à petit feu. Il parlait de son fils aîné avec une douleur qui ne s'éteignait jamais. Il disait qu'il avait raté sa vie de père avec lui, qu'il avait été absent quand David avait eu le plus besoin de lui. Il regrettait amèrement toutes ces années où il avait préféré la scène à son fils, toutes ces tournées où il avait laissé David grandir sans lui. Il me racontait comment David, adolescent, venait le voir en coulisses après les concerts, et comment lui, épuisé, irritable, le renvoyait souvent avec une tape dans le dos et un billet de 100 francs. Il disait que c'était le souvenir qui le hantait le plus, ses yeux d'enfant déçus qui le regardaient partir vers une autre ville, une autre femme, une autre bouteille.
Il pleurait en me parlant de la tentative de suicide de David, en disant que c'était de sa faute, que s'il avait été un meilleur père, David n'aurait jamais fait ça. Il parlait de Laura aussi. Mais avec David, c'était différent. Avec Laura, il y avait de la fierté, de la complicité. Mais avec David, il y avait un gouffre. Il disait que David lui ressemblait trop, qu'il avait les mêmes démons, la même violence intérieure, la même incapacité à être heureux. Il regrettait de ne pas avoir su protéger son fils de lui-même. Il disait que le plus dur, c'était de savoir que David le haïssait parfois et qu'il le méritait. Il me confiait que pendant des années, il avait fait semblant que tout allait bien, que David et lui s'entendaient parfaitement, mais qu'en réalité, ils ne se parlaient presque plus depuis des années. Il disait que chaque anniversaire de David était une torture, parce qu'il ne savait pas quoi lui dire, parce qu'il avait trop honte de tout ce qu'il ne lui avait pas donné. Il parlait de son petit-fils comme d'une chance de rédemption, mais il savait qu'il était trop tard pour réparer quoi que ce soit avec David. Le secret que Johnny a gardé le plus longtemps, celui qu'il n'a confessé qu'à très peu de gens, dont moi dans les tout derniers mois, c'était qu'il avait été violé à l'âge de 11 ans. Il me l'a dit une nuit à Marne-la-Coquette, alors qu'il ne dormait presque plus à cause de la douleur et des médicaments. Il pleurait comme un enfant en me le racontant. Il disait que c'était un professeur de musique qui l'avait agressé dans les toilettes de l'école. Il disait qu'il n'en avait jamais parlé à personne, pas même à sa mère, pas même à ses psys. Il disait que ce viol avait déterminé toute sa vie, que c'était pour ça qu'il avait toujours eu besoin d'être aimé par des foules entières, pour combler le vide que cet homme avait creusé en lui. Il disait que c'était pour ça qu'il avait toujours eu peur de l'intimité, peur qu'on le touche vraiment. Il disait que toutes ses conquêtes, toutes ses femmes, c'était pour essayer d'oublier cette main sur sa bouche, ce corps d'adulte sur son corps d'enfant. Il disait que ce secret l'avait rongé pendant 70 ans, qu'il avait toujours eu l'impression d'être sale, indigne d'être aimé. Il disait que même avec Laetitia, il avait parfois du mal à se laisser toucher, que parfois il se raidissait sans raison. Il pleurait en me disant qu'il aurait voulu pouvoir en parler plus tôt, que peut-être ça aurait changé quelque chose, que peut-être il aurait été un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur homme. Dans les dernières années de sa carrière, Johnny avait changé de peau comme un serpent épuisé qui sait qu'il va mourir. Il ne voulait plus être le gladiateur hurlant sous les projecteurs, il voulait être un vieil homme qui chante sa vérité avant de partir. C'est là que je suis entré dans sa vie pour de bon, pas comme un guitariste de plus, pas comme un faire-valoir, mais comme un frère qui comprend que la musique peut être une confession. Il m'appelait Maxime, jamais Yodelis quand nous étions seuls, et il me disait que pour la première fois depuis 60 ans, il avait envie de faire un disque qui ne ressemble à rien de ce qu'il avait fait avant. Il voulait que ce soit brut, sale, sincère, sans artifice, sans arrangement tape à l'œil. Il voulait que ça saigne. Nous avons passé des centaines de nuits ensemble dans le petit studio qu'il avait fait installer à Marne-la-Coquette, juste à côté de la chambre où il souffrait déjà terriblement. Il arrivait en pyjama, les pieds nus, les cheveux en bataille, une cigarette éteinte au coin des lèvres parce qu'il n'osait plus allumer à cause de l'oxygène. Il s'asseyait sur le tabouret, prenait la guitare acoustique que je lui tendais, et il chantait des bribes de textes qu'il écrivait sur des bouts de papier froissés. Il voulait parler de la mort qui rôdait, de la vieillesse qui le défigurait, de l'amour qui le sauvait encore. Il disait qu'il ne voulait plus mentir, qu'il était fatigué de faire semblant d'être immortel.
Il avait pris la décision radicale de ne plus faire de grandes tournées. Il disait que les stades, c'était fini, qu'il ne voulait plus courir après les foules comme un chien après sa queue. Il voulait des petites salles, des théâtres, des endroits où il pouvait voir les yeux des gens, où il pouvait leur parler entre les chansons. Il disait que pour la première fois, il voulait faire des concerts où il pourrait s'arrêter de chanter au milieu d'une phrase s'il avait envie de pleurer. Il voulait que le public comprenne qu'il était en train de leur dire au revoir. Il avait choisi de travailler uniquement avec des jeunes, moi, Yarol Poupeau, quelques autres, parce qu'il disait qu'il en avait assez des vieux requins qu'il avait entourés pendant 40 ans et qui ne pensaient qu'à l'argent. Il voulait des gens qui le regardent comme un homme, pas comme une machine à cash. Il disait qu'avec nous, il se sentait libre pour la première fois. Il pouvait arriver en studio en pleurant parce qu'il venait d'apprendre que son cancer avait encore progressé. Et personne ne lui disait « Allez, Johnny, on enchaîne, on n'a que 3 heures. » On arrêtait tout, on buvait un thé, on parlait, on pleurait, et quand il était prêt, on reprenait. Il avait fait le choix de ne plus chanter certaines chansons. Il disait que je t'aime, c'était terminé, qu'il ne pouvait plus, que ça lui faisait trop mal à la gorge et au cœur. Il disait qu'il avait chanté cette chanson des milliers de fois, sans jamais la comprendre, et que maintenant qu'il comprenait enfin ce qu'était l'amour véritable, il ne pouvait plus la hurler comme un animal en rue. Il voulait la chanter doucement, presque murmurer, comme une prière. Il avait aussi rayé Gabrielle de son répertoire, parce qu'il disait qu'il avait été écrite pour une femme qui ne l'avait jamais aimé, et qu'il ne voulait plus perdre son souffle pour des fantômes. Il avait décidé d'enregistrer un album entier, en une seule prise par chanson, sans retouche, sans autotune, sans rien. Il disait que c'était sa dernière chance d'être vrai. Il voulait que les gens entendent que sa voix cassée, ses respirations difficiles, ses larmes dans la voix. Il disait que si les gens n'aimaient pas ça, tant pis, au moins, il partirait en ayant été lui-même jusqu'au bout. Il avait choisi le titre de l'amour, parce qu'il disait que tout ce qu'il avait à dire maintenant tenait dans ces 3 lettres. De l'amour pour Laetitia, de l'amour pour ses filles, de l'amour pour la musique, de l'amour pour la vie malgré tout. Il avait fait le choix de ne plus porter de cuir sur scène. Il arrivait en chemise blanche, parfois en pull camionneur, les cheveux gris, le visage nu. Il disait qu'il voulait que les gens voient enfin à quoi il ressemblait vraiment. Un vieux monsieur malade qui chante parce qu'il n'a pas le choix. Il disait que c'était sa dernière révolte. Ne plus jouer le jeu du rocker éternellement jeune. Il voulait mourir en homme, pas en caricature. Les mauvaises habitudes qu'il m'a laissées sont innombrables, et elles me collent à la peau comme une seconde nature. La première, c'est cette façon de ne jamais dormir. Il m'a appris qu'une nuit peut durer éternellement quand on a quelque chose à dire. Je me souviens de semaines entières où nous n'avons pas vu le jour, où nous sortions du studio à l'aube, les yeux rouges, la voix rauque, mais heureux comme des enfants qui viennent de voler des bonbons. Il m'a appris qu'un studio est un confessionnal, qu'on peut y dire les choses qu'on n'ose même pas penser le jour. Il m'a laissé cette habitude de fumer des cigarettes que je n'allume pas. Je les tiens entre mes lèvres comme il le faisait, juste pour le goût, juste pour le souvenir. Il m'a appris à boire le café noir, brûlant, sans sucre, à 4 heures du matin en écoutant des maquettes. Il m'a appris à pleurer en écoutant une prise de voix parfaite, à hurler de joie quand une note sort exactement comme on l'avait rêvé.
Il m'a appris que la musique est une drogue plus dure que toutes les autres, et que quand on y a goûté vraiment, on ne peut plus s'en passer. Il m'a laissé cette manie de tout noter sur des petits bouts de papier. J'ai encore chez moi des centaines de post-it qu'il m'a donnés, avec des phrases griffonnées à la hâte, des idées de mélodie, des mots d'amour pour Laetitia. Il m'a appris à ne jamais jeter une idée, même la plus mauvaise, parce qu'on ne sait jamais quand elle peut servir. Il m'a appris à travailler jusqu'à l'épuisement, à ne jamais être satisfait, à toujours vouloir une prise de plus, une note de plus, une émotion de plus. Il m'a laissé surtout cette habitude de regarder les gens dans les yeux quand on leur parle. Il disait que c'était la seule façon de savoir s'ils sont vrais. Il m'a appris à détecter les menteurs, les profiteurs, ceux qui vous aiment pour ce que vous représentez et pas pour ce que vous êtes. Il m'a appris à me méfier des compliments trop rapides, des sourires trop larges. Il m'a appris que les vrais amis sont ceux qui restent quand les lumières s'éteignent, quand le cancer ronge, quand plus personne n'appelle. Il m'a laissé cette terrible habitude de vivre comme si chaque jour était le dernier. Je ne peux plus planifier quoi que ce soit à long terme sans avoir l'impression de trahir son enseignement. Je vis dans l'urgence permanente, dans cette intensité qu'il avait jusqu'à son dernier souffle. Je ne peux plus écouter une chanson sans me demander ce qu'il en aurait pensé. Je ne peux plus entrer dans un studio sans sentir sa présence. Il m'a contaminé avec son feu, et ce feu me brûle encore. Mon propre chagrin, celui que je porte depuis le 5 décembre 2017, est un animal qui ne dort jamais. Il y a des matins où je me réveille en pensant que c'était un cauchemar, que je vais recevoir un SMS de sa part, qui dira simplement « Studio à midi, j'ai une idée ». Il y a des nuits où je mets ces chansons et je pleure comme un enfant, pas parce qu'elles sont tristes, mais parce qu'elles sont lui. Je pleure parce que je ne peux plus l'appeler pour lui dire que j'ai enfin compris ce riff dont il rêvait. Je pleure parce que je ne peux plus entendre sa voix rauque me dire « C'est bien mon grand, mais on peut faire mieux ». Mon chagrin est physique. J'ai mal dans la gorge quand je chante certaines notes qu'il aimait particulièrement. J'ai mal dans les doigts quand je joue les accords qu'il m'a appris. J'ai mal dans le cœur quand je vois Jad et Joy grandir sans lui. J'ai mal dans l'âme quand je passe devant Marne la coquette et que je sais qu'il n'est plus là pour m'ouvrir la grille en pyjama en disant « Entre, on va bosser ». Mon chagrin est une maison vide, où toutes les lumières se sont allumées, mais où personne ne répond quand on appelle. Je pleure surtout la perte de notre langage secret. Nous avions des mots à nous, des regards, des silences qui voulaient tout dire. Quand il me regardait avec cet œil fatigué mais malicieux et qu'il disait simplement « On y va », je savais que nous allions passer une nuit à créer quelque chose d'unique. Quand il posait sa tête sur mon épaule après une prise parfaite, je savais qu'il était heureux. Ces moments-là n'existent plus, et ce vide est insupportable. Mon chagrin est aussi fait de colère. Colère contre le cancer qu'il a bouffé vivant. Colère contre ceux qui ont profité de lui jusqu'au bout. Colère contre moi-même de ne pas avoir su le retenir plus longtemps. Je suis en colère quand je pense à tous les disques que nous n'avons pas faits, toutes les chansons qu'il avait encore dans la tête, toutes les nuits blanches que nous n'aurons plus. Je suis en colère quand je vois des gens parler de lui sans l'avoir connu, sans savoir comme il souffrait, comme il doutait, comme il aimait. Et puis il y a cette partie de mon chagrin que je ne dis à personne. C'est l'amour que j'ai pour Laetitia, cet amour qui est né dans la douleur partagée
dans les nuits à veiller Johnny ensemble, dans les larmes versées côte à côte. C'est un amour qui me fait honte parfois, parce qu'il est né sur les cendres de l'homme que nous aimions tous les deux plus que tout. Mais c'est un amour vrai, profond, lumineux, qui a grandi doucement, presque en secret, pendant que nous prenions soin de lui jusqu'à son dernier souffle. À l'âge de 46 ans, j'ai rompu le silence. Je n'ai plus supporté de voir sa mémoire salie, son héritage déformé, sa vérité travestie. J'ai décidé de parler, de dire enfin ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que j'avais ressenti. J'ai parlé de Laetitia, de la façon dont elle a tout donné pour lui, dont elle a porté son corps douloureux dans ses bras, dont elle a pleuré toutes les larmes de son corps quand il est parti. J'ai parlé de la façon dont elle a continué à vivre pour ses filles, pour sa mémoire, pour l'amour qu'il lui avait laissé. Et puis j'ai parlé de nous, de cet amour qui est né après, presque malgré nous, de la première fois où nous nous sommes regardés vraiment, sans plus avoir Johnny entre nous comme un bouclier, de la première fois où nous nous sommes embrassés, en pleurant encore, en sachant que nous trahissions peut-être sa mémoire, mais qu'il aurait voulu que nous soyons heureux. J'ai parlé de la façon dont elle m'a sauvé à son tour, dont elle a pris ma douleur et l'a transformée en lumière. J'ai parlé de nos nuits maintenant, de nos rires, de nos silences qui ne sont plus lourds de chagrin. J'ai parlé de la façon dont nous vivons ensemble, simplement, en essayant de faire honneur à ce qu'il nous a laissé. J'ai parlé de l'amour qui continue, différent, mais tout aussi fort. J'ai parlé de la paix que j'ai enfin trouvée dans ses bras, celle qu'il avait trouvée dans les miens quand il souffrait. À 46 ans, j'ai décidé que la vérité valait mieux que le silence, que Johnny méritait qu'on dise enfin qui il était vraiment, que Laetitia méritait qu'on reconnaisse enfin tout ce qu'elle avait enduré, et que notre amour, né dans les larmes, méritait de vivre au grand jour, parce qu'il aurait voulu ça, parce qu'il nous avait dit, à sa façon, donner sa bénédiction dans un regard, dans un sourire, dans un « prenez soin l'un de l'autre », murmuré un soir où il savait déjà qu'il partait. Aujourd'hui, je vis avec la femme qu'il a aimée plus que tout, et je sais qu'il sourit quelque part de nous voir heureux. Je sais qu'il est fier de l'album que nous avons terminé ensemble après sa mort, cet album qu'il avait rêvé et que nous avons fait pour lui. Je sais qu'il est là, dans chaque note, dans chaque silence, dans chaque larme de joie maintenant. Et je sais que l'amour, le vrai, ne meurt jamais. Il se transforme, il renaît, il continue. Comme lui, comme nous.